Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse et joker officiel de ma personne. Florence Berthoud, maire Horizon du 5e arrondissement de Paris. Bonjour Florence, parlez bien dans le micro. Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et Romain Marcilly, bonjour, directeur général de Nouvelle Énergie. Évidemment, on va parler de l'Ukraine. La ligne de front n'a jamais été aussi proche. C'est en tout cas ce que dit le ministre des Affaires étrangères. Comment réarmer l'Europe, partager la dissuasion nucléaire, beaucoup de questions. Notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro, avec Jordan Bardella qui arrive en tête des favoris pour si l'élection devait avoir lieu dans les prochains jours. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Permettez-moi un coup de cœur pour le salon de l'agriculture qui vient de se terminer. Magnifique. Franchement, magnifique. La France qu'on aime. Ouais. Plus de 600 000 personnes. J'ai eu la chance d'y aller ce week-end. J'ai été époustouflée par l'organisation. Il y avait du monde, certes, mais par les stands, par la gentillesse des gens. J'ai trouvé que c'était formidable. Pour les enfants en particulier aussi, beaucoup d'ateliers. Mais franchement, c'est assez unique, ce salon. Je ne sais pas, vous y êtes allée, Alexandra ? Évidemment, puisque la région Île-de-France, il y avait un stand, un très beau stand avec beaucoup d'acteurs qu'on pouvait rencontrer, d'acteurs du monde agricole, d'animation. Nous, évidemment, c'est un sujet qu'on porte. On soutient les agriculteurs depuis toujours avec des projets innovants. Donc, oui, c'était franchement formidable. Chouette. Et puis avec il y avait évidemment beaucoup de monde dans certains halls, mais dans d'autres, c'était beaucoup plus plus alors facile d'accès. Vous y êtes allée, Florence ? Alors, j'ai fait honnêtement un saut très très rapide. Ouais. Moi, je suis fille d'agriculteur, donc c'est un milieu que je connais bien et j'ai fait mon mémoire de Sciences Po sur les chambres d'agriculture. Vous voyez, ça peut paraître un peu éloigné des contingences parisiennes, quoique. Et moi, je fais un appel et je suis sûre que mon ami du conseil régional, mais toi aussi tu y seras favorable, c'est sensible, c'est que vraiment les collectivités essayent de se fournir directement, comme je le fais auprès des agriculteurs. Bien sûr. Ça permet, quand on achète sans intermédiaire, ça permet d'acheter moins cher, mais de rémunérer mieux les agriculteurs. Ça permet de manger sainement et tout le monde s'y retrouve. Et vous faites comment ? Vous allez directement à la source Moi, j'ai je préside la caisse des écoles, comme tous les maires. On fournit 3500 repas par jour et nous achetons directement aux agriculteurs. Et il y a une chose qu'on fait, on doit être les seuls à Paris, et je pense un des rares à le faire en France, nous achetons ce qu'on appelle les bêtes sur pied. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on achète toute la bête. Et donc ça permet d'avoir un coût matière, si vous voulez, au kilo, qui est moins cher. Donc de temps en temps, vous allez avoir des parties nobles que on ne pourrait absolument pas servir dans les assiettes. Et nous avons des agriculteurs, je pense en particulier à celle qui nous fournit tous les laitages, qui, grâce au soutien qu'on lui apporte et aux achats que l'on fait depuis des années, elle a pu embaucher 2 personnes. Donc c'est extrêmement important de supprimer, moi je le dis, je l'assume, de supprimer les intermédiaires. Nous n'avons aucun d'intermédiaires et on fournit 80% de bio, ce qui nous a permis aussi d'aider les agriculteurs à passer en bio, parce que contrairement à ce que pensent certains, passer en bio pour les agriculteurs, ça leur coûte les premières années. Et voilà, donc c'est vertueux. Donc vive les agriculteurs. Oui, on y passe toujours un excellent moment, et puis on voit la diversité incroyable culinaire du pays, on discute, on fait des rencontres, il y a des stands superbes. Les éleveurs, les variétés de moutons, de vaches, de lapins. Le stand Corse est toujours superbe, je dis ça en toute objectivité, mais pas que, tous les autres. L'Occitanie, la Normandie, formidable. On ne va pas tous les faire, on ferait des impairs. Mais tous, voilà, c'est exceptionnel. Et puis c'est surtout
Vous l'avez dit, mais c'est vu tout le monde qu'il y a, c'est parfaitement organisé, c'est fluide. On n'a jamais l'impression de foule. Un peu alors quand même. Du monde. Moi cette année, j'ai un peu autour des animaux quand même. Autour des animaux, mais franchement, je trouve que vu le monde qu'il y a, c'est un exploit d'organiser comme ça. Et nous avions sur le pavillon Île-de-France plus de 70 producteurs de la marque produits en Île-de-France, parce que, mais oui, parce que la terre francilienne est une terre agricole. On l'oublie souvent. Et Christine. Ah oui, Christine. Il ne faut pas oublier que, vu de la province, c'est vrai que tous les agriculteurs, on monte à Paris, c'est une semaine quasiment de vacances pour eux qui se profilent quand ils sont effectivement invités ou qui vont au salon de l'agriculture pour le monde agricole. N'oubliez pas aussi que c'est un rendez-vous économique très important. Je pense notamment à tous les concours agricoles qui sont organisés pendant toute la durée du salon. 1200 médailles. Et voilà, et que c'est un vrai gain derrière de reconnaissance, de labellisation de la qualité française. Donc il y a des rendez-vous aussi économiques, des rendez-vous qui sont stratégiques à l'occasion du salon de l'agriculture. On élaguera la question des politiques qui viennent saluer le monde agricole à ce moment-là, mais pour le rapprochement entre le grand public et le monde de l'agriculture, la France rurale, je crois qu'effectivement c'est un super rendez-vous. Voilà, je voulais saluer en tout cas cette organisation et ce salon. Christine, coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais c'est surtout un coup de projecteur. Ce soir à 17h35, il y a un vol crucial pour l'Europe de la défense, pour la France aussi. C'est le lancement d'Ariane 6. C'est le nouveau lanceur européen. La France, évidemment, est en grande partie responsable de ce lancement avec ses collègues de l'Agence spatiale européenne. Je dis ça parce que c'est un vol absolument capital pour la défense européenne. À son bord, il y aura donc un satellite français de l'armée française. C'est le CSO-3 qui va donc créer une constellation pour permettre la surveillance et l'imagerie militaire de très haute précision. Rappelons qu'aujourd'hui, cette surveillance se faisait en collaboration avec les Russes. Donc, compte tenu des événements aujourd'hui, on comprend très bien que c'est absolument capital pour l'Europe de la défense d'avoir son propre système de surveillance. Ces images permettront véritablement une précision qui n'existe pas aujourd'hui, en toute confidentialité aussi, parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à un partenaire mondial de surveiller telle zone du monde, on se dit tiens, pourquoi tel pays surveille telle zone? Donc c'est véritablement capital. Et puis c'est un lanceur européen, français. Il y a des milliers de salariés qui travaillent autour de ce lanceur et des salariés français. On verrait mal aujourd'hui un lanceur européen, un satellite européen ou même français partir avec les fusées d'Elon Musk, compte tenu aujourd'hui du climat qu'il y a autour des questions stratégiques de défense. Donc voilà, c'est important. 17h34 cet après-midi depuis Kourou. On va suivre ça et on aura un compte-rendu évidemment dans la soirée et demain matin. Allez, on va marquer une toute petite pause puisque c'est l'heure du journal et puis on se retrouve après. Évidemment, on va revenir sur cette question de défense à propos de l'Ukraine. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 2, le 10 et le 12. Et c'est à retrouver évidemment sur le site de sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité. Évidemment, on va parler de l'Ukraine, de ce qui s'est passé vendredi à Washington, de l'Europe qui veut se réarmer. Tous ces sujets avec vous, avec Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Florence Berthoud, maire Horizon du 5e arrondissement, Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et Romain Marsili, directeur général de Nouvelle Énergie, c'est le parti de David Lisnard. On va continuer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Christine, je vous avais autorisé un coup de cœur que vous n'avez pas eu le temps de faire pour Herbert Léonard qui vient de disparaître. Oui, c'est l'époque des slows pour moi. Enfin, c'était voilà. Je ne sais pas si on peut l'écouter, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est toute une époque. Voilà. Oui, c'est toute une époque. C'est ce qu'on tout à l'heure Benjamin Glaise en a fait son son de fin de zapping. Et c'est vrai que je disais que c'était toute une époque. Il y a eu Château Vallon, il y a eu bien d'autres titres d'Herbert Léonard. Ça a été un grand chanteur. Une connaisseuse. Oui, absolument. Non, il y a des amateurs d'Herbert Léonard. Évidemment. Bon, voilà. On pense à toute cette époque et on pense à lui et encore une fois au plaisir qu'il a pu nous donner. Alexandra, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur inhabituel pour moi parce qu'en bonne
bonne républicaine, j'ai toujours une incompréhension un peu face à l'adoration des Britanniques pour leur monarchie. Et j'ai trouvé qu'en 2 images, le roi Charles a donné une leçon de politique et de savoir-vivre au président Trump et à ses affidés. Il reçoit Zelensky dans sa tenue de combat. Et j'ai trouvé que cette poignée de main et puis cette façon de le recevoir, c'était une façon aussi de dire à leurs alliés historiques, parce qu'on sait que on dit toujours que entre l'Europe et l'Amérique, l'Angleterre choisit toujours le grand large. Et bien cette fois-ci, peut-être qu'ils ont voulu jouer leur propre partition et donner une leçon d'élégance au président américain qui a quand même humilié quelqu'un qui se bat pour la liberté de son pays. Voilà. Donc coup de cœur pour le roi Charles, on pourrait y revenir. C'est vrai que cette poignée de main était... Oui, parce que en fait, c'est un monarque constitutionnel sans pouvoir. Donc il n'avait aucune raison objective de recevoir Zelensky. Et j'ai trouvé que il y avait ça avait de la gueule, quoi. Ça avait du panache. Florence, vous, c'est un coup de cœur pour un livre? Oui, pour Sœur de douleur. Qui arrive après un cheminement assez improbable finalement. La sœur du père Hamel, qui a été assassinée en 2016, 48 coups de couteau, et la mère d'un des 2 assaillants. C'est pas, j'ai lu les bonnes pages, hein, je n'ai pas lu le livre, et surtout les entretiens de ces 2 femmes. C'est une rencontre absolument extraordinaire. Entre donc Roselyne Hamel et puis Nacera Kermiche. Nacera Kermiche qui était enseignante, parce que parfois on a l'impression que les fichiers S, djihadistes, etc. sont des éléments, ils se sont formés au djihad dans les familles. C'est une enseignante qui a élevé ses 4 enfants. D'ailleurs, je crois que l'aîné est chirurgien. Il y en a un autre qui est informaticien. Elle le dit, donc ils ont aussi, le couple a un enfant autiste. Et puis cet enfant qui va sur les réseaux, qui va se radicaliser. C'est d'ailleurs les parents et en particulier la mère qui va être amenée à dénoncer son fils pour essayer de le ramener dans le droit chemin. Elle n'y arrive pas. Et puis la radicalisation absolue se fait en prison. Donc ça interroge aussi sur le fait, il faut tous les mettre en prison, oui, mais c'est là où il va apprendre l'arabe, et c'est là où il va lire les sourates en arabe, et où il va finir de se radicaliser totalement. Et c'est vraiment 2 parcours de douleur. C'est en même temps un regard sur la résilience et sur la reconstruction. Et moi, j'ai trouvé que cette rencontre, elle était absolument bouleversante. Chacune ayant sa douleur propre, celle d'une mère qui est absolue. Quelle est la douleur qui l'emporte sur l'autre? Elles ont trouvé en tout cas un parcours de reconstruction. Et je trouve que c'est une leçon aussi de vie. Oui, non, mais c'est effectivement une rencontre assez inhabituelle entre finalement deux familles de victimes. Oui, qui vont. Alors elles ont fait connaissance par téléphone, et puis de plus en plus les conversations sont devenues longues, profondes. Et la première rencontre, c'est Nacera Kermiche qui va voir la mère la sœur, pardonnez-moi, du père Hamel, et qui arrive en disant je vous demande pardon. Ça fait penser un petit peu, même si c'est pas exactement la même chose, mais au film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, sur la médiation, sur ces familles, sur les victimes qui rencontrent leurs assassins, où il y a finalement des rencontres qui font pour apaiser les choses. Qui est victime aussi, encore une fois, ça bouscule aussi parfois des idées toutes faites que
que nous avons. Alors évidemment, ça ne diminue pas l'impérieuse nécessité de lutter, prévenir le djihadisme, mais il y a des familles qui souffrent aussi là où est né le djihadisme. Coup de cœur donc pour ce livre Sœur de douleur qui est paru chez IXO, la sœur du père Hamel et la mère des assassins du père Hamel, Nacera Kermiche, d'un des deux assaillants. Romain, coup de cœur. Coup de projecteur. Coup de cœur sur notre patrimoine extraordinaire. J'étais en déplacement à Yvetot en Seine-Maritime, Normandie, pour une réunion de Nouvelle Énergie. Il y a toujours 3-4 réunions partout en France par semaine. On a un mouvement très vif pour porter la parole de David Lisnard. Et là, j'ai voulu faire un détour dans un petit village. Ça fait longtemps que je voulais le faire, qui s'appelle Ry, en Seine-Maritime aussi. Et Ry, c'est un village mythique dans la littérature française, car Flaubert s'en est inspiré pour créer Yonville, le village de Madame Bovary. Alors quand on y va aujourd'hui, c'est très bien tenu, très joli village, très propre. Et puis il y a cette grande rue, on peut voir, c'est très bien indiqué, beaucoup d'endroits dans lesquels le roman a été pensé. La pharmacie de Monsieur Homais, la maison des Bovary. Et c'est pour ça que je me permets de faire ce petit coup de projecteur. J'ai été donc très heureux de voir cet endroit. Et il y avait un musée, une galerie Bovary, qui était un musée d'automates, qui permettait de mieux connaître l'œuvre. Et ce musée, apparemment, est fermé depuis quelques années, et avec un écriteau, le message de l'ancien propriétaire, qui m'a vraiment ému. Lassé, je le cite, lassé par la multitude de nouvelles normes obligatoires en France, pondues chaque nouvelle année par des technocrates qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la vraie vie, nous avons dû fermer le musée. Et voilà, le combat pour lutter contre les normes, le combat contre la technocratie, qui est un des combats majeurs de Nouvelle Énergie et de David Lisnard, on voit quand même que ça concerne beaucoup de sujets, mais ça concerne aussi la culture. Et je voulais en parler, et puis vive la Normandie. Et vive Flaubert. Et vive Flaubert, qui est un des auteurs les plus lus au monde, on le dirait. Oui, Flaubert est un des auteurs les plus lus, Madame Bovary, Salombo, Les Trois Contes, etc. Génie de notre littérature, le mot n'est pas galvaudé. Non, donc ça s'écrit R-Y. Galerie Bovary, musée qui est fermé, mais il faut quand même voir ce village qui est très bien tenu, qui l'an dernier a été nommé, élu parmi les plus beaux villages français. Oui, c'est ça, il faisait partie du concours, effectivement, des plus beaux. C'est quoi, les villages fleuris, non? Non, c'est les plus beaux villages, c'était dans le cadre peut-être de... Alors, si ce musée était en Ile-de-France, il pourrait bénéficier de notre aide au projet des musées qui valorise le patrimoine. Je ne sais pas, c'est une bonne question à se poser. C'est un petit musée communal, la Normandie est une région extrêmement bien gérée. C'est privé, je pense que c'est un musée privé. Que ce musée peut se tourner vers des collectivités départementales. Voilà. Allez, je vous propose qu'on fasse la pause pub maintenant pour pouvoir avoir plus de temps pour parler de l'Ukraine, de la Russie, de la défense européenne. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous avons terminé les coups de cœur et les coups de gueule et nous allons passer évidemment à l'actualité qui est celle qui est aujourd'hui à la une de tous vos journaux. La guerre en Ukraine, la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Écoutez Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui était ce matin chez nos confrères de BFM. Bien sûr, jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Et c'est pourquoi la France, le président de la République, dit depuis 7 ans maintenant que nous devons relever notre défense pour dissuader la menace. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce à quoi nous avons assisté hier à Londres, c'est le réveil de toute une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses. Voilà, donc c'était sur France Inter, pardonnez-moi, c'était sur France Inter, la guerre n'a jamais été aussi proche, on a vu ce week-end... Donc pendant la guerre froide, c'était au moins aussi... Déjà peut-être revenons sur ce qui s'est passé entre Zelensky et Trump vendredi. Alors des auditeurs nous disent soyez objectifs, tout le monde défend le pauvre Zelensky. Il y a évidemment des gens qui estiment que Zelensky n'aurait pas dû se comporter comme cela. Peut-être Romain Marcilly.
Oui, enfin, il ne faut pas tomber dans la morale pure et dure. Il faut voir sur le long terme, malheureusement, parce que c'est aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle est. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les États-Unis, depuis une dizaine d'années, ça avait même commencé avec Barack Obama, il faut s'en souvenir, ont un fil rouge dans leur stratégie diplomatique. Les États-Unis ont été la puissance, l'hyperpuissance, même comme l'avait dit Hubert Védrine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Cette puissance-là, puissance d'empire, elle est menacée par un acteur, en l'occurrence, qui est la Chine. Donc tout le fil rouge, l'essentiel de la politique étrangère américaine est de lutter contre ce péril, et parmi les moyens, parmi les objectifs, il y a le fait de découpler la Russie et la Chine, pour que notamment la Chine n'ait pas accès à toutes les matières premières, souvent rares, qui se trouvent en Russie. Donc, il faut voir les choses sous cet angle-là. Nous, alors ça ne nous fait pas plaisir. En Ukraine. Non, je parle de la Russie et de la Chine. Il ne faut pas que la puissance chinoise ait accès à des terres, des métaux rares aussi en Russie. La Russie est aussi très riche en métaux rares. Tout ça pour dire que l'objectif premier, il est là. Et donc, il peut y avoir, je parle de la logique américaine, je ne parle pas de ce qui est bien ou de ce qui est mal, je ne parle pas de notre logique européenne, mais il peut y avoir des dommages collatéraux, secondaires pour les États-Unis, qui peuvent être des terres en Ukraine, qui peuvent être, et demain, peut-être les Pays-Baltes. Donc, face à ça, il faut avoir conscience de la situation pour, en tant qu'Européens, essayer de lutter contre ça, essayer de devenir enfin une puissance. Et ce n'est pas avec de la morale uniquement qu'on arrivera, c'est en s'organisant, c'est en renouant, je dis renouant, mais il faudrait nouer même, avec une véritable volonté de puissance européenne, une visée impériale. Alors ça prendra du temps, quand on voit que nous, on a du mal à construire un Lyon-Turin, et que depuis 15 ans, on n'arrive pas à faire une ligne à haute vitesse entre Lyon et Turin, quand on voit qu'on n'arrive pas à expulser les OQTF, et on se dit, on va passer en économie de guerre, bon, il y a un gros chemin, mais c'est pas parce que le chemin est compliqué qu'il faut y renoncer. Oui, parce que Emmanuel Macron veut augmenter le budget de la défense, il veut passer en économie de guerre, et puis il y a cette question aussi de partager le bouton nucléaire. Mais ce matin, je vois à l'instant... c'est un autre sujet. Le Kremlin appelle à forcer Zelensky à faire la paix. Comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à faire la paix ? On s'imagine bien comment on fait la guerre. On fait la guerre. Quelqu'un à faire la paix. Non, mais sur la situation, sur cette Europe de la défense, est-ce qu'elle est possible ? On a pris tellement de retard, ça fait tellement de temps qu'on en parle. C'est un peu un vieux serpent de mer, en Alexandra réalité. Spinner. Évidemment qu'il faut une défense européenne. Maintenant, il faudrait peut-être déjà abandonner la doctrine budgétaire des 5%, et considérer que le budget de la défense soit totalement hors déficit, parce que ça coûte très très cher. Bien sûr. Voilà, très très cher. Donc il y a aussi un aspect strictement financier qui se pose. Et puis il y a d'autres sujets. L'industrie européenne d'armement, elle doit être européenne. Ça veut dire aussi que les Européens doivent acheter européen. Et plus question que les Polonais puissent acheter américains. Il y a tout un tas de sujets qui se posent, qui sont évoqués depuis des années et qui ne sont jamais réglés. C'est ça aussi le sujet. Ouais. Regardez la Serbie. La Serbie, la guerre, c'est pas si loin. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Europe a été incapable d'assurer la paix et on s'est tourné vers l'OTAN, voilà, donc vers les Américains. Donc effectivement, enfin c'est pas nouveau. Tout le monde semble découvrir. Oui, Florence. Moi, je pense que on a toujours dit, moi la première d'ailleurs, l'Europe de la paix. La réalité, c'est que depuis 80 ans. Nous sommes sous parapluie, on va dire, transatlantique, et que ce parapluie fait qu'on a oublié de s'armer au sens littéral, parce que il y a l'aspect budgétaire, et puis il y a l'aspect aussi stratégique qui consiste à avoir une politique commune. Et morale. Pardon ? Et morale. Et morale, bien sûr. Donc, il y a un an, on en parlait beaucoup, et puis il y a eu les élections européennes, la constitution de la Commission, et hop, on a remis, évidemment, une fois de plus, le métier sur l'ouvrage. Alors, il y a la question, évidemment, des investissements. Les spécialistes disent qu'il faudrait quasiment dépenser 250 milliards d'euros par an pour arriver à rattraper le retard avec les États-Unis, qui, petite incidente,
ont moins dépensé en Ukraine que, je le rappelle quand même, que les Européens. Les Européens ont un peu plus dépensé que les Américains. Mais aujourd'hui, on est dépendant à peu près à 35% de la production américaine pour notre armement. Donc, évidemment, il faut faire les efforts budgétaires qui vont bien, sachant qu'on n'est pas tous sur la même ligne. La France dépense plus que d'autres et moins que d'autres. Et puis, il faut avoir une stratégie commune. Alors, la stratégie commune, c'est par exemple, sans doute, se mettre d'accord pour avoir un bouclier antimissile qui va être performant et qui va permettre, évidemment, de protéger l'Europe. Donc, on assiste là à un renversement des alliances, mais aussi parce que les États-Unis s'affirment comme une puissance protectionniste et impérialiste. Protectionnistes et impérialistes. Qui n'ont jamais cessé d'être. Qui n'ont jamais cessé d'être, mais pas à ce point-là, avec un nationalisme. Depuis l'élection de Trump. Une théâtralisation peut-être. Avec un nationalisme exacerbé. Donc le renversement des alliances, c'est pas nouveau. Regardez le renversement des alliances. Les États-Unis ont soutenu Moubarak pendant des années avant de le lâcher. Avant, il y a eu le Shah d'Iran. Et puis on pourrait même remonter après à la Première Guerre mondiale où Wilson revient. Et puis le Sénat américain, il refuse de signer les accords de Versailles. Donc, mais là, on a vraiment un renversement stratégique. Et moi, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que là, l'Europe va peut-être enfin se réveiller devant le péril. Est-ce qu'elle en aura les moyens? De toute façon, nous n'avons pas le choix. Je pense que là, vraiment... mais si on n'a pas les moyens aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est pas la paix. La paix, si vous voulez, à tout prix, ça n'est pas la paix. La paix où on va tordre le droit en exigeant par exemple que Zelensky parte, où il va y avoir de l'ingérence de puissances étrangères, ça n'est pas, la paix. La soumission n'est pas la paix. La soumission n'est pas la paix. Christine. Je pense que l'onde de choc, en tout cas l'électrochoc de ce qui s'est passé vendredi, va bien au-delà de simplement la séquence du bureau ovale. Donc l'Europe n'a pas d'autre choix que de s'organiser, vu la nouvelle stratégie qui était annoncée d'ailleurs de Donald Trump et de son administration, qui au passage d'ailleurs, on est quand même sidérés, pour se balader un peu, les images ont choqué vraiment le citoyen lambda, cette humiliation publique. Mais pas dans les Américains. Et pas que les Américains. Non, pas tous les Américains. Je ne crois pas que les Américains aient été choqués, malheureusement. Une partie des Américains. Une partie des États-Unis. Je peux vous dire que DJ Vance, il n'a pas été bien accueilli. Il voulait passer son week-end au ski. Bien sûr. Mais c'est pas la majorité. Il y a beaucoup, mais c'est peut-être pas la majorité. Mais après, c'est ce que nous renvoie aussi les médias américains et ce que l'on veut voir. Donc, il faut être relativement. Et je note au passage que tous ceux qui disent que la liberté d'expression est beaucoup plus garantie aux États-Unis, comment la Maison Blanche remet à sa sauce l'accès des médias au bureau ovale et au président américain pour un nouveau narratif. Donc tout ça quand même va laisser des traces. L'Europe n'a pas d'autre choix que d'avancer en se disant on ne peut plus compter sur les États-Unis, compte tenu effectivement de la position américaine et de la situation de l'Ukraine aujourd'hui qui est dépendante, mais il n'y a pas que. Donc ça veut dire qu'il y a un revirement quand on voit la position du gouvernement, du futur chancelier allemand dans sa défense aussi, mais ça va prendre des années. Et je ne sais pas si on a des années par rapport à cette situation. Par rapport à la situation et au conflit. C'est toujours là. C'est malheureusement un peu toujours le même sujet, c'est-à-dire que l'Europe, on nous annonce qu'elle se réveille, qu'elle a compris et qu'elle va se mettre en ordre de marche. Je rappelle aussi qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a des intérêts divergents sur la position des États-Unis. Donc cette Europe des 27 plus, aujourd'hui la Grande-Bretagne, qui a joué effectivement une partition importante ce week-end, c'est quand même quelque chose qui... on va dire, on part vraiment dans l'inconnu. Donc tous ces petits cailloux qui sont semés au fur et à mesure des déclarations, de toute l'avancée politique des États-Unis sur la nouvelle carte du monde, fait que l'Europe n'a pas d'autre choix que de s'accorder, qu'elle le veuille ou non. Mais c'est pas sûr.
effectivement, compte tenu des divergences, que tout le monde parle de la même partition. L'important, c'est de ne pas tomber dans la morale. L'important, c'est de ne pas tomber dans la morale. Cette séquence de Trump, là, je le dis en tant qu'ancien des médias, on voyait très clairement l'influence de la télé-réalité chez Donald Trump, où il y avait en direct un clash, du trash talk. Mais attention, on parle beaucoup des États-Unis, selon un peu stoïcien, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Là, en l'occurrence, en tant qu'Européens, certaines choses dépendent de nous. Il y a un vieil adage romain, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et préparer la guerre, c'est renouer avec la prospérité. En 2008, je ne parle pas du Moyen-Âge, on était au même niveau de prospérité par habitant que les États-Unis. Depuis, ils ont augmenté de 50% par rapport à nous. Il faut en finir avec la technocratie. Tout à l'heure, j'en parlais pour un exemple culturel, mais ça vaut aussi pour cela. Si l'État s'occupe de ce qu'il ne regarde pas, si l'État perd son temps, son argent, ses forces vives à créer des normes inutiles et souvent stupides, il se détourne du régalien, de ce pourquoi il est fait avant tout, c'est-à-dire la défense. Donc il faut se reconcentrer là-dessus en tant qu'Européens. On dit beaucoup, on prend conscience, donc c'est très bien si la prise de conscience existe et que si ce n'est pas de la com. Mais maintenant, ça fait des années qu'on parle de cette prise de conscience. Donc maintenant, il faudrait faire, il faut renouer avec la prospérité surtout. Oui, alors des auditeurs me disent l'Europe, on n'en veut pas. La Russie n'a jamais voulu cette guerre avec l'UE. Zelensky s'est comporté comme un gougnafier devant Vance et Trump. La Russie a quand même agressé l'Ukraine, ça c'est un fait objectif. Moi, je suis sidérée par ça. Je vous donne la parole tout de suite après, Florence, sur ces sujets-là. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous parlons de l'Ukraine avec beaucoup de réactions de nos auditeurs qui clairement ne veulent pas de cette alliance, enfin de ce que l'Europe réagisse à ce qui est en train de se passer en Ukraine. Florence, vous voulez réagir? Il faut bien comprendre que ce qui est en jeu, c'est pas uniquement l'Ukraine. Mais non. C'est ça qui est terrible. C'est que derrière, européenne. C'est toute la sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si demain la Russie attaque la Moldavie, attaque les Pays-Bas, la Roumanie. Non, mais c'est pas du tout une hypothèse d'école. Il y a la Moldavie, il y a la Roumanie, il y a les Pays-Bas. Et puis on est attaqué par des cyberattaques. Nous-mêmes sommes attaqués. Bien sûr, mais tout le glacis du bloc de l'Est. Ces pays-là font partie de l'OTAN. Donc le sujet, oui, il y a l'Ukraine, mais c'est pas que l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine, ça sera si par malheur, effectivement, Zelensky devait partir, le Donbass et la Crimée enlevés, Manu Militari, se pose la question de tous ces pays du glacis de l'ex-bloc de l'Est, qui, par parenthèse, font partie de l'OTAN. C'est ça qui est en jeu. Donc après, pourquoi pas l'ex-Allemagne de l'Est, etc. Enfin, regardons l'histoire. Comparaison n'est pas raison, mais regardez ce qui se passe dans les années 30. C'est terrible. Ouais. Christine Bouillot. Oui, ce narratif, arriver en quelques semaines à faire passer Zelensky pour le méchant et Poutine pour le gentil, et que ça, c'est un écho finalement. Je suis extrêmement étonnée que ça puisse à ce point faire fantasmer certaines et certains, dans la mesure où on est sur un narratif quand même du tout-puissant. C'est-à-dire que force à la loi, je me préoccupe pas du voisin, et c'est quand même un changement de paradigme total. Comment Pardonnez-moi, c'est pas force à la loi là. Parce que non, c'est force. Parce que justement, là, le droit international, c'est la loi du plus fort, pardonnez-moi. Et donc cette fascination sur ce récit-là, parce qu'à la limite, j'ai presque envie de poser la question à tous ceux qui vont dans ce schéma, de dire finalement les États-Unis ont peut-être raison, Zelensky doit partir et on va laisser Poutine négocier une paix qui l'arrange avec les Américains. Mais c'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi déjà
déjà notre intérêt à nous. Donc déjà, je trouve que c'est quand même oublier une partie de l'équation et que moi, je veux bien, mais au Danemark, ils ont déjà annoncé, alors qu'on leur dit qu'ils vont perdre le Groenland parce qu'il y a un président américain qui a dit Groenland c'est à moi, je le prends. C'est quoi l'étape d'après? En fait, il n'y a plus de règles. Puis il y a le Canada, et puis il y a le Canada, oui. Où il n'y a plus de règles. Pardonnez-moi, mais c'est magique. Ouais. C'est magique de fonctionner, de raisonner comme ça. Le monde d'avant, parce que là, on parle de monde d'avant et de monde de demain. Le monde d'avant n'était absolument pas parfait, loin de là. Celui de demain était mais il y avait quand même une certaine façon de raisonner où on se disait les États-Unis sont quelque part, même si je schématise, tout n'est pas aussi simple, étaient quelque part du côté des, on va dire pas du plus faible, mais en tous les cas, on pouvait avoir confiance en lui. Que vaut la parole des États-Unis aujourd'hui? Enfin, il reste nos alliés. Il faut quand même pas, pour l'instant, il reste nos alliés. Il y a des discussions qui sont en cours. Il faut espérer que ces discussions entre les États-Unis, entre les pays européens, que ce soit l'Union européenne ou même le Royaume-Uni. Parce que vous trouvez que J.G. Vance, quand il vient en Europe, il est allié des États-Unis. Non, je pense pas. Il reste nos alliés au-delà des personnes, au-delà de certaines choses qui nous déplaisent à juste titre, qui sont vulgaires, qui sont des clowneries, bien évidemment. Il faut avoir conscience que les États-Unis recherchent, suivent leur propre but de guerre. À nous d'avoir nos propres buts de guerre en Europe, mais à nous aussi d'essayer. Les États-Unis, on a une histoire, on a un partenaire avec les États-Unis qui existe depuis des siècles. On ne va pas pour des clowneries ou des choses qui nous paraissent vulgaires, rayer d'un fait. Il faut essayer de construire la paix aussi et soutenir l'Ukraine. C'est compliqué de discuter. D'accord, mais on n'est pas en guerre avec on n'est pas en guerre ce matin avec les États-Unis. Mais je pense qu'il faut quand même bien avoir conscience que tout ça arrive parce que l'Europe est hélas faible, et moi qui suis très européenne, ça me fait mal de dire que l'Europe est faible, mais je suis désolée, là je suis en désaccord. Je veux dire, les États-Unis, ça ne veut pas dire que ce sont des ennemis, mais très clairement, ils prennent leur distance vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'ONU, et on a vraiment un renversement stratégique. Et ce parapluie transatlantique, il faut vraiment prendre conscience que ce parapluie transatlantique, il va petit à petit s'amenuire. Il faut en prendre conscience. Donc c'est pas nos ennemis, mais ce sont plus nos alliés. Mais ça fait depuis 2012 que Barack Obama l'a même théorisé. Donc oui, il faut en prendre conscience, mais ça fait depuis quand même pas mal de temps. C'est vrai. En allant vers l'Indo-Pacifique. Voilà, c'est pas que Trump. Il y a des fils rouges dans les diplomaties, au-delà des personnes. Les dernières réactions et les dernières informations, il n'y a pas d'accord sur une proposition de trêve d'un mois évoquée par Emmanuel Macron, c'est ce que Londres dit. Et puis intéressant aussi, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le Kremlin qui accuse Volodymyr Zelensky d'une altercation sans précédent avec Donald Trump, ce qui pourrait laisser penser ce que vous disiez, c'est-à-dire que tout ça était peut-être déjà un petit peu prévu. Ça, on en parlait pendant le Kremlin dit ce qui s'est passé, montrer à quel point il sera difficile de trouver le chemin pour un règlement en Ukraine. La querelle à Washington est un événement sans précédent qui démontre le manque total de compétences diplomatiques de Zelensky. Je ne sais pas si cette clownerie était prévue et organisée. En tout état de cause, quand le président américain reçoit sur le perron de la Maison-Blanche Zelensky et qui fait tout de suite une remarque ironique sur sa tenue, ça n'est pas tellement une façon élégante d'accueillir un dirigeant européen. Ça, c'est voilà pour commencer. Maintenant, je suis assez d'accord. Il y a le théâtre, les clowneries, la vulgarité, et il faut quand même, enfin, je veux dire, on parle là de choses qui peuvent faire basculer le destin de notre continent. Donc, il faut être très prudent. Moi, je considère que jusque-là, les États-Unis restent nos alliés, des alliés difficiles à gérer. Là, mais c'est pas nouveau au fond, et il faut le rappeler. Et voyons, je pense qu'il faut y voir aussi quelque chose de positif, parce que enfin peut-être on va comprendre qu'il faut que nous soyons forts. Voilà. Et que cette Europe, elle ne nous protège pas. Cette Europe, elle est empêtrée dans elle-même et ça n'avance pas. Et donc il faut peut-être saisir cette occasion pour prendre des décisions fortes. Sauf qu'on part de loin et qu'on est encore une fois, pas forcément d'accord sur la manière de faire. Mais on ne peut pas laisser M. Poutine et M. Trump décider de ce qui se passe chez nous. Ça n'est pas possible.
Ouais, alors, beaucoup d'auditeurs nous accusent d'être des va-t-en-guerre, d'être bien au chaud et d'encourager à la guerre. Mais ce que disait Florence Berthoud, c'est que ce n'est pas que l'Ukraine dont il s'agit aujourd'hui. On est dans un monde troublé. Il suffit de regarder une carte. Vous savez, c'est géographique. Regardons une carte et regardons tous les pays qui ont une frontière commune avec la Russie. Et vous comprendrez que... Moi, je ne dis pas du tout qu'il faut aller faire la guerre en Ukraine, surtout pas. Mais je dis que le laisser-faire est tout à fait dramatique. Donc, d'une certaine manière, nous n'avons pas le choix. Alors, parce qu'après l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut bâtir, il faut très vite, il faut se réarmer. Et se réarmer pourquoi? Pour faire la guerre? Non, vous vous réarmez d'abord. Une armée dissuasive, déjà, d'être capable. La France dispose de l'arme atomique, c'est pas pour menacer le monde entier, c'est la fameuse stratégie du tout ou rien et de la dissuasion nucléaire qui a été mise en œuvre par le général de Gaulle. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est préparer la paix. Donc évidemment, quand vous êtes faible de toute façon et que vous êtes attaqué, si vous n'avez pas les moyens de vous défendre, évidemment, vous êtes une proie facile. Ouais. Vous savez, si nous devions faire la guerre aujourd'hui, l'armée française ne dispose par exemple que de 15 jours de munitions en autonomie. Ouais. Oui. Ça, ce sont des vrais sujets auxquels il faudrait apporter une vraie réponse. C'est pas ce que disent les experts. De toute façon, on n'a pas de quoi, effectivement, tenir un siège. Ça, c'est clair. Ouais. Christine ? Oui, ce matin en lisant effectivement les analyses de nos confrères, c'est vrai que c'est plus que jamais il faut lire un peu à droite à gauche, s'imprégner de chacun des points de vue. Mais je crois que c'est dans le Figaro de mémoire, il parlait effectivement que si on devait remplacer, être capable de résister, il faut 300 000 hommes aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Non, mais c'est ça. Et passer donc l'investissement à hauteur de 3,5% du PIB pour l'ensemble de l'Union européenne pour pouvoir rivaliser. Donc ça va prendre des années pour effectivement arriver au niveau de ce qui est exigé aujourd'hui. Mais on a quand même... Pardon. Oui, on a quand même l'ultime garantie de notre souveraineté, qui reste quand même la dissuasion nucléaire. Elle est française, il faut s'en enorgueillir, et elle est non partageable. Voilà. Ouais. On va peut-être changer de sujet. Il y a d'autres sujets dans l'actualité. Le covoiturage, Jordan Bardella qui arrive en tête. Peut-être un mot sur le sondage du Figaro, sondage IFOP. Frédéric Dabi était ce matin dans la matinale de Patrick Roger. De la gauche au bloc central, l'incertitude demeure sur les candidats putatifs à l'Élysée. Donc nous avons Jordan Bardella qui arrive en tête. À la question, souhaiteriez-vous que cette personne se porte candidate? Jordan Bardella qui distance Marine Le Pen d'un point. Oui, déjà, il serait bon que M. Bardella respecte les mandats qui lui sont confiés, qu'il les exerce. Il a démissionné la dernière fois. Oui, il a démissionné après combien d'années d'absence? Écoutez, voilà, j'ai pas l'impression non plus, j'ai en tout cas l'impression qu'il brille à l'Europe par sa grande discrétion. Donc, qu'il respecte déjà les mandats qui lui sont confiés et puis... Donc Jordan Bardella, 43% des personnes interrogées souhaitent qu'elle se porte candidate. Marine Le Pen ensuite, Édouard Philippe avec 38, Gabriel Attal 33, Bruno Retailleau, voilà, 33, ça descend assez rapidement après, Laurent Wauquiez 20, Éric Ciotti 20, etc. Et puis deux outsiders, Cyril Hanouna, 11% de Français interrogés souhaiteraient qu'il se présente. Et Michel-Édouard Leclerc aussi. Ça vous étonne? Peut-être une réaction, vous qui êtes derrière David Non, mais ce sont des sondages, c'est très intéressant, mais là on vient d'évoquer un sujet absolument tragique et fondamental. Donc là, le fait que les gens souhaitent que X ou Y soit candidat aujourd'hui, à mon avis, ça ne représente pas grand-chose, avec tout le respect que j'ai pour cette étude. C'est pas parce qu'on souhaite que quelqu'un soit candidat qu'on va voter aussi pour lui. Attention à ne pas mettre de biais cognitifs dans la lecture de ce sondage. Parfois même, on souhaite que des gens soient candidats parce qu'on est démocrate, et c'est pas pour ça. Je souhaite que Marine Le Pen ou Jordan Bardella soient candidats à l'élection, puis je souhaite surtout qu'on combatte leurs idées. Donc attention à pas de faire de lecture excessive de ces sondages-là,
qui en plus mais ne veut c'est pas dire comme grand-chose. ce que dit Frédéric Dabi, c'est une photographie à l'instant T. Mais vraiment à l'instant T. Oui, je pense qu'il vaut mieux se fier au pronostic de Jean-Paul Delperrier pour le Tiercy. Vous lui direz à Frédéric. Non, ça n'est pas du tout pour Frédéric. Je trouve que ces sondages sont très très intéressants. Néanmoins, on voit très bien qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte politique, les pronostics, ils sont complètement. Oui, c'est un instant T, c'est une photo ce sont pas du jour. Ce ne sont pas des intentions de vote. Non. Moi, je suis, même si je suis évidemment heureuse que la personne que je soutiens, Édouard Philippe, soit plutôt en haut du classement. Mais très franchement, il faut regarder ça avec beaucoup de modestie, et ce ne sont pas des intentions de vote. Ça dénote. D'ailleurs, je pense que ça dénote aussi des Françaises et des Français qui sont un peu chamboulés. Quand on met Bardella et Madame Le Pen en tête, c'est qu'on est dans une société qui va pas bien. C'est voilà. Donc c'est la photographie plutôt d'un état d'esprit. Ce ne sont pas des intentions de vote. Ce qu'il faut, c'est travailler, et puis c'est surtout vraiment combattre les idées extrémistes. Je crois que c'est ça la première des batailles. Christine, commentaire. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Jordan Bardella dépasse aujourd'hui Marine Le Pen. Je parle juste de la famille Rassemblement National, donc ça c'est intéressant. Il serait intéressant de voir effectivement comment en interne, même si on dira pour l'instant ils auront une réponse, mais de voir comment c'est géré cette idée-là de voir dans les intentions de qui doit se présenter dans leur camp pour la présidentielle cet adoubement du public. Bon voilà, après Hanouna, on a connu Coluche. Qui faisait plus d'ailleurs. Bon, ça n'est pas très sérieux. Tout à fait. Juste sur le combat des idées extrémistes. Moi, je pense surtout qu'il faut qu'on trouve collectivement, par un vrai projet, des solutions à proposer à ceux qui veulent voter pour ces candidats-là. Maintenant, la mise en concurrence... quand je dis combattre, c'est ça, bien sûr. C'est pas simplement dire ce sont des vilains. Ça marche pas du tout. Non, ça marche plus du tout. Donc, mais la mise en concurrence de Bardella et Marine Le Pen, n'oublions pas qu'elle a quand même une épée de Damoclès qui pèse encore sur sa tête. Voyons comment son procès se passe. Et puis, je pense qu'il semblerait quand même qu'elle soit la candidate naturelle du Rassemblement national. Si elle peut se présenter. Effectivement. Le projet, c'est en finir avec un étatisme, un socialisme qu'aujourd'hui le Rassemblement national représente très bien aussi. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Je voulais faire un... Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'accord, Valérie Expert. Alors, à partir d'aujourd'hui, place au covoiturage sur le périphérique parisien. Vous êtes venu en covoiturage ? Pas du tout, mais je n'ai pas pris le périph'. Et vous ? Non plus. Personne n'a pris le périph'. Vous non plus. Alors, ça existe déjà dans certaines villes, à Grenoble, à Grenoble, à Lille ou à Nantes. On rappelle que le périph' parisien ne roule plus qu'à 50 km/h contre 70 km/h. Et donc, Anne Hidalgo a donc décidé. C'est elle qui a décidé. Elle a décidé, comme elle le fait toujours avec une certaine autorité naturelle qu'on lui connaît. Non, vous n'êtes pas d'accord. C'est surtout un coup de com'. Vous savez, il n'y a aucun effet sur le bruit, aucun effet sur la pollution. On va se retrouver avec un périph' totalement congestionné, embolisé. Et comme d'habitude, qui est pénalisé ? Les gens qui utilisent le périphérique, ce sont les gens qui viennent travailler. Aux 2 tiers, ce sont des banlieusards. Les banlieusards qui viennent travailler, qui ont besoin de ce périph' pour aller à leur travail. Et ce sont eux, évidemment, qui sont pénalisés. Alors, j'ose espérer, dans cet arrêté, est prévu que si on constate effectivement que c'est totalement saturé et que c'est une mauvaise solution, elle soit arrêtée. Oui. La question, c'est le on. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, il est prévu que c'est la préfecture de police ou la mairie de Paris peut éventuellement arrêter le projet. Mais on sait très bien que quand Madame Hidalgo décide quelque chose, elle l'annonce comme provisoire et c'est finalement définitif. Les radars auront été installés déjà. Donc les radars vont être installés
Les radars vont être installés en mai. Comparaison n'est pas raison, parce qu'il y a des villes où ça produit un peu de résultats. Mais c'est pas la même chose. Là, vous avez 2 autoroutes qui arrivent, et encore une fois, vous avez l'effet masse des Franciliens qui viennent pour travailler. Très sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Franciliens qui prennent maintenant la voiture pour le plaisir, comme dirait le chanteur. Je crois que c'est terminé, ça. Je pense que c'est fini. Moi, je vais vous donner un exemple juste qui est celui, on parlait en antenne des personnes de la propreté. Je suis allée visiter la semaine dernière, enfin rencontrer dans chaque atelier les éboueurs, et je leur posais la question, alors vous venez d'où? Et il y en a qui viennent, qui font 1h30 de transport. Non, il y en a même qui font 2 heures et demie, mais qui sont obligés, je ne dis pas que c'est la majorité, mais de prendre une voiture ou de prendre un 2 roues motorisé, parce que ils n'ont pas le choix, ils mettraient encore plus de temps. Donc il faut penser aussi à ces banlieusards, parfois de très lointaines banlieues d'ailleurs, qui souffrent beaucoup. Moi je suis très dubitatif, une voie de gauche où il y a tout. Les bus, les taxis, les personnes à mobilité réduite, les SUV, et qui après vont se rabattre sur la droite, cela me paraît surtout accidentogène. Bien sûr. Mais tout à l'heure, Valérie, dans votre premier lancement du sujet, vous avez dit, c'est une autre question par rapport à l'Ukraine. Et de manière un peu provocatrice, je dirais que non. En fait, c'est la même question. C'est l'autre bout, c'est la bout de la chaîne. Parce que on dit, il faut préparer la guerre, il faut renouer avec la volonté de puissance. Mais moi, ce que j'attends de la force publique, ce n'est pas qu'elle installe des dispositifs thermiques pour savoir si on est 2 ou 3 dans les voitures. C'est pas d'imposer de la moraline pour orienter nos comportements. Ce que j'attends de la force publique, c'est qu'elle fasse dégager les OQTF, par exemple. Et si elle met des caméras, oui, il faut plus de caméras, il faut beaucoup plus de caméras à Paris. C'est pas pour voir si on est 2, 3, 4, 5 dans une voiture, c'est pour pouvoir choper les voleurs et les violeurs. Donc c'est la même question, parce que quand on se perd, quand l'Europe, et la France en particulier, se perd dans cette moraline, dans ces dispositifs technocratiques, faussement écologiques, comme ça a été très bien rappelé, on se détourne de l'essentiel de ce que doit être l'État, c'est-à-dire une force régalienne, y compris pour l'armée. Donc, ce sont 2 sujets qui, a priori, n'ont rien à voir, mais c'est les 2 bouts d'une chaîne. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut renouer avec la volonté de puissance, il faut qu'on arrête avec la volonté de connerie. Oui, Christine, à Toulouse, ça existe. Moi, j'ai expérimenté. Non, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Donc, on regarde ça avec attention pour voir un peu comment ça se passe. Mais à Bordeaux, ça existe effectivement sur certains tronçons. Certains tronçons. Sur certains à Lyon, tronçons, oui, à Lyon, ça existe. Voilà, où vous avez effectivement, alors c'est pas la voie de gauche, c'est la voie de droite, où c'est réservé au covoiturage, donc ça il faut paraît être plus plusieurs dans la voiture. Moi, je me pose la question parce que si j'ai bien compris, en plus, c'est limité en heures dans la journée et dans la semaine. C'est du lundi au vendredi et tôt le matin, si j'ai bien compris. Sur certaines portions, c'est pas tout le périphérique, si j'ai bien lu. Moi, je me pose la question. C'est aux heures de pointe, oui, c'est entre. C'est ça. Tout le monde va te mettre sur les voies de droite. C'est à partir de 7h jusqu'à 10h, je crois, et après à partir de 16h jusqu'à 20h. C'est ça. Je crois qu'il faut rendre le périphérique aux Franciliens. Il faut arrêter. Comment on organise pardonnez-moi, mais le covoiturage, je sais qu'en province, alors je vais vous raconter la vie en région, les aires de ce qu'on appelle les P+R, les parkings relais à l'extérieur des grandes villes, ça marche très bien. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là pour faciliter le covoiturage, pour permettre aux gens de se retrouver? Rien, c'est bien ça le problème. Voilà, c'est la question que je me posais. C'est surtout ça, parce qu'après tout, pourquoi pas? Moi, je suis pas, mais rien n'est prévu pour accompagner. Donc, sans compter l'accessibilité des métros, etc. pour les personnes en situation de handicap. Donc il n'y a pas de. Et donc ce matin, visiblement, il y avait beaucoup de monde sur le périph'. Il y avait de gros embouteillages. Mais mesurer l'expérimentation, ça voudra dire ne pas que mesurer les embouteillages. Il faudra mesurer la pollution. Est-ce que la pollution augmente ou réduit? Vous dites que l'enjeu n'est pas. C'est totalement faux, puisque quelqu'un qui serait seul dans sa voiture électrique, qui a priori pollue pas, lui, même sanction. Donc en fait, il y a une haine de la voiture, il y a une haine de la liberté individuelle. Je suis désolé, mais on a le droit d'être seul dans sa voiture le matin pour être tranquille, pour écouter la radio, pour écouter Sud Radio. Mais voilà, donc pour faire ce qu'on veut dans sa bagnole. Et il y a une haine socialiste de la liberté individuelle qui est déclinée sur à peu près tous les sujets. Et il y a une haine de la liberté individuelle
qui s'incarne aussi par la voiture. Non, mais si les choses étaient adaptées, pourquoi pas? Mais c'est la méthode aussi. C'est la méthode. C'est la méthode et c'est le fond du sujet. Totalement. L'État ne peut pas contrôler combien il y a dans une voiture. Totale de concertation. C'est pas que le fond, c'est pas que la méthode. Au-delà de la concertation, il y a eu, je voudrais rappeler qu'il y a eu quand même une pseudo-consultation qui a lieu par Internet. Oui, 85% ont dit qu'ils y étaient opposés et immédiatement on met en application. Donc ça, c'est pas bon politiquement parce que ça rejaillit sur tout le monde. Le côté, donnez-moi votre avis, mais je m'assois dessus, les Françaises et les Français, ils en veulent pas. Mais je crois que les Parisiennes et les Parisiens, ils en veulent plus non plus. Et ça, c'est Mon petit doigt me dit qu'ils n'en veulent plus non plus. Et question, est-ce que depuis que le périph' est à 50 km/h, c'est plus fluide? Pas du tout. Ça dépend. Non, pas pire. L'étude d'impact, c'est un gros mot là. Ouais. C'est l'idéologie avant tout. Non, il est ni plus ni moins fluide. Je le prends de temps en temps. Je pense que là, pour le coup, c'est. Ça dépend des. Non, ça c'est pas. Non, mais ça peut se défendre. Mais franchement, là, le covoiturage désorganisé, ça se défend pas du tout. Que l'État arrête de vouloir nous dicter comment on doit se comporter. Non, mais même les 50 km/h. Notre réalisateur me dit que le soir, quand il n'y a personne, c'est ridicule. C'est relou. Mais c'est complètement ridicule. Merci à vous. Dans un instant, André Berkoff. Bonne journée sur Sud Radio. Au revoir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.